Bonjour. À présent, nous allons parler de la loi de fluidité qui est la 6e des 12 lois quantiques. Que signifie-t-elle? Alors, dans les sciences, plusieurs choses concourent à cette loi. La première en physique quantique, la première chose en physique quantique, c'est tout simplement l'onde quantique. L'onde, c'est une entité fluide par excellence. Vous savez, une onde, on a tous une idée de ce que c'est qu'une onde, contourne l'obstacle, va ici, va là, se déplace. On n'a qu'à penser aux vagues à la surface de l'eau, au flot. Donc c'est par essence même, par nature même, fluide, une onde. Ce n'est pas rigide, ce n'est pas solide, ce n'est pas figé. Alors, c'est aussi, donc, dans cette notion de fluidité, il y a celle de mouvement, il y a aussi la notion d'adaptabilité. Comme je disais, une onde, c'est aussi ce qui contourne un obstacle. Pas d'attaque frontale, on passe à côté et on continue son chemin. C'est aussi ça, ce sera pour nous la leçon à tirer de cette adaptabilité. C'est que l'onde est efficace parce qu'elle est adaptable, c'est-à-dire au lieu de se laisser arrêter par l'obstacle, elle le contourne. Et c'est aussi une leçon que nous devons retenir, c'est-à-dire nous ne serons efficaces et nous progresserons dans la mesure où nous aurons cette capacité d'adaptation, cette capacité de contourner l'obstacle et cette capacité à nous remettre en cause. Voilà, donc en physique quantique, derrière cette fluidité, c'est essentiellement l'idée de l'onde. Alors maintenant, dans la nature, le grand symbole de la fluidité, dans fluidité il y a évidemment fluide, on pense à l'eau liquide. Et effectivement, l'eau liquide est très importante, elle est indispensable à la vie telle que nous la connaissons, mais il est difficile d'imaginer une forme de vie qui n'utiliserait pas l'eau, qui encore une fois a l'avantage de pouvoir aller de partout dans des bonnes conditions et donc de permettre que les choses se fassent. C'est pour ça que l'eau est essentielle à la vie. Alors, à telle enseigne qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'observation des astrophysiciens est devenue tellement pointue, tellement performante, qu'ils arrivent à détecter des exoplanètes, alors c'est-à-dire des planètes qui ne sont pas la nôtre. C'est très difficile puisque contrairement aux étoiles qui émettent de la lumière, une planète comme la nôtre, comme la Lune, qui est notre satellite, mais qui est une forme de planète aussi, n'émettent pas de lumière, et donc c'est pour ça que ces corps noirs on a mis autant de temps à les déceler. D'ailleurs on les décèle en fait par exemple une variation dans la luminosité de certains astres. C'est évidemment quand une planète passe devant, ils émettent moins de lumière, ou des anomalies dans leur mouvement. Voilà, donc l'eau est tellement indispensable, cet élément fluide, que, encore une fois, quand on cherche des exoplanètes qui pourraient, telle la Terre, abriter des formes de vie, eh bien on cherche des planètes qui sont dans des conditions telles que l'eau liquide serait possible, donc entre 0 et 100 degrés. C'est un des critères, un des grands critères qui permettent de définir une exoplanète qui semble habitable. Alors, à propos toujours de la fluidité, je m'amuse un peu à citer le requin. Le requin qui est doublement fluide. Pourquoi doublement fluide? Eh bien d'abord parce qu'il vit dans un milieu fluide, puisque c'est un poisson, donc il vit dans l'eau. Ensuite, il faut savoir que le requin est un animal très ancien, c'est un poisson extrêmement ancien. Et donc on va dire qu'à l'époque, la nature n'avait en quelque sorte pas eu le temps de faire un certain nombre d'améliorations. Et ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'un requin qui ne bouge pas, qui ne nage pas, meurt. Pourquoi? Eh bien parce que contrairement au poisson, je vais faire le poisson, ce qui remue les branchies, ça on peut l'observer dans les poissons, la plupart des poissons, ils remuent les branchies. Pourquoi remuent-ils les branchies? Eh bien c'est l'équivalent de nous quand nous respirons.
Ils créent un flux d'eau et ça permet à leur branchie de capter l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Mais le requin n'a pas cette possibilité, ce qui fait qu'un requin qui s'arrête de nager, qui reste sur place, a toujours la même eau et finit par mourir par asphyxie. Donc c'est pour ça que le requin est obligé de bouger, et en ceci, il est toujours en mouvement, donc il est fluide dans un deuxième sens. Le premier sens, c'est parce qu'il vit dans l'eau, et deuxième, c'est parce qu'il est toujours en mouvement. Voilà, je plaisante un petit peu, mais c'est toujours amusant de se dire qu'un requin qui ne peut pas bouger meurt asphyxié. Voilà, il est obligé d'avancer dans l'eau pour renouveler l'eau et donc pouvoir en capter l'oxygène dissous. Alors, autre notion un peu biologique de fluidité, c'est celle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. L'épigénétique, c'est en fait la capacité à certains de nos comportements d'imprimer une modification, non pas de nos gènes, mais de l'expression de nos gènes, c'est-à-dire la façon dont nos gènes vont devenir actifs et modifier les choses. Et donc il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites pour voir ce lien entre les habitudes acquises et finalement la façon dont nous transmettons notre hérédité aux générations d'après. Et on s'est aperçu par exemple que certaines modifications épigénétiques, donc chez le rat, on a pu en voir les effets jusqu'à la 4e génération. Donc c'est vous dire que cette hérédité fluide, donc qui n'est pas engrammée dans nos gènes, est importante. On s'est aussi aperçu, on a fait une étude dans les pays scandinaves sur des pères qui étaient qui étaient frappés en tout cas d'obésité et qui ont imprimé à leurs enfants une prédisposition à l'obésité, et les mêmes, quand on les a astreints à un régime pour qu'ils redeviennent sans surcharge pondérale, comme on dit, donc d'une taille normale, eh bien on s'est aperçu que là aussi l'information épigénétique a passé, et leurs enfants qui étaient nés après cette réforme, on va dire, dans leur régime diététique, les enfants n'avaient plus cette prédisposition à l'obésité. Donc c'est dire que cette épigénétique permet une adaptation fluide entre les générations. Elle évolue, ça permet des évolutions beaucoup plus rapides, beaucoup plus souples et évidemment plus réversibles que la génétique elle-même. Voilà. Alors, je noterai aussi dans la loi de fluidité, j'aurai ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est-à-dire pendant très longtemps on a cru que le cerveau qui était un peu figé, c'est-à-dire le nombre de ces cellules nerveuses ou neurones et ces connexions synaptiques étaient fixées une fois pour toutes, et en fait on s'est aperçu que surtout au niveau des connexions synaptiques, le cerveau avait une capacité d'évolution et d'adaptation, et donc selon notre mode de vie, eh bien, nos connexions cérébrales vont se renforcer dans telle direction et s'amoindrir dans telle autre. Par exemple, on avait fait une étude sur les chauffeurs de taxi à Londres qui à l'époque devaient apprendre, maintenant on a d'autres moyens avec le GPS et tout ça, mais à l'époque ils devaient apprendre un nombre faramineux de rues, savoir où elles étaient, savoir leur nom, de façon à ce que quand un client rentre, évidemment on prenait le taxi et leur disait je veux aller à tel endroit, ils savaient tout de suite y aller. Et on s'est aperçu, donc je crois que c'est au niveau de leur hippocampe, il y avait en tout cas un développement un développement important de zones de leur cerveau. Donc je pense en partie l'hippocampe et aussi les zones qui sont liées à la mémorisation spatiale. Voilà. Donc ça a été, l'effet était sensible.
Alors, autre chose, dans cette loi de fluidité, il y a le fait que la nature est une grande recycleuse. Elle sait recycler quelque chose pour l'autre, et c'est ce qu'on appelle par exemple la chaîne alimentaire. L'un mange l'eau, un petit animal va manger l'herbe, se fera manger par un animal plus grand, et ainsi de suite. C'est la chaîne alimentaire, et on retrouve cette notion de recyclage, de cycle et de recyclage dans cette espèce de connivence qui existe entre la vie et la mort, mais aussi il y a une belle image qui nous rappelle que nous sommes des poussières d'étoiles, et ça c'est réel, c'est-à-dire la plupart des atomes complexes de la vie ont été formés dans ce creuset que sont les étoiles, qui à force de faire des réactions dans des conditions de pression et de température excessive créent des corps, des atomes, des corps chimiques plus complexes, notamment l'atome de carbone dont on sait l'importance pour la vie, et tout ça, et en plus ces étoiles en partie, certaines d'entre elles vont mourir sous forme de ce qu'on appelle supernova, ce qui leur permet, c'est une formidable explosion, ce qui permet en fait de diffuser ces composés chimiques, ces atomes chimiques lourds dans l'espace intersidéral, et fait que finalement au bout de plusieurs générations d'étoiles, eh bien nous avons la Terre a pu en bénéficier et la vie a pu en bénéficier. Donc nous sommes vraiment des poussières d'étoiles, et ça rentre toujours dans ce grand contexte où la vie est une grande recycleuse. Quand quelqu'un meurt, quand une étoile, ça peut être aussi une étoile, eh bien elle va récupérer ces éléments pour renaître en quelque sorte de ses cendres et faire que la vie ou l'aventure en tout cas de l'univers va continuer. Voilà. Alors, dernier point sur cette loi de fluidité on va dire, dans le monde objectif. Je voulais rappeler aussi sur cette complicité entre la mort et la vie, quelque chose qui était, je trouve intéressant, c'est que jadis, c'est un recyclage culturel, jadis et dans certaines tribus, on transformait les ossements des défunts en instruments de musique. Voilà, c'est une façon de refaire de la vie et de la joliesse un instrument de musique à partir des os des défunts. Vous imaginez notamment des espèces de flûtes un peu primitives faites à partir des os creux en faisant des trous. Voilà, c'est juste quelque chose que je voulais mentionner parce que c'est en hommage à cette espèce de recyclage de la mort en faveur de la vie.